Poursuivons. L'incitation des souverains à créer leur propre pièce de monnaie avec leur propre motif a mené à l'émergence de changeurs. Les changeurs, ce seraient les cambistes d'aujourd'hui. Ce sont les gens qui transigent différentes monnaies une contre l'autre. Donc, les premiers changeurs travaillaient sur un banc ou sur une table avec une pesée. Le changeur fournit en monnaie locale l'étranger et vice-versa. Donc, quiconque entre au pays doit utiliser la monnaie locale afin d'effectuer ses achats parce que les commerçants, pas nécessairement parce que c'est obligatoire, mais parce que les commerçants n'accepteront pas nécessairement la monnaie de l'étranger. Parce que le commerçant, lui, doit utiliser la monnaie locale, lui, pour faire ses propres achats. Donc, l'individu qui vient de l'extérieur, qui entre au pays, doit aller en premier lieu voir un changeur afin d'échanger sa monnaie, la monnaie de son propre pays en monnaie locale, comme les bureaux de taux de change qu'on peut voir dans tous les centres-villes de toutes les villes du monde, où les visiteurs peuvent aller échanger leur monnaie contre la monnaie locale. Le changeur devient alors un expert pour reconnaître une pièce. Et comme les changeurs étaient assis sur des bancs et que les premiers changeurs travaillant de la même façon que les banques fonctionnent aujourd'hui étaient situés en Italie, mais ces bancs étaient des bancos. Et le mot banque tire son origine de banco. Les changeurs opèrent dans des lieux publics afin d'éviter les agressions. Et un changeur doit posséder en tout temps avec lui un inventaire de monnaie locale et étrangère afin de satisfaire à la demande. Donc, le commerçant de l'extérieur qui arrive avec des biens qu'il veut vendre dans un pays, une fois ces biens vendus, se retrouve avec une quantité quelconque de monnaie locale qu'il doit échanger contre sa propre monnaie avant de retourner dans son pays. Donc, le commerçant va aller voir le changeur. Donc, le changeur doit toujours posséder un inventaire de la plupart des monnaies échangées dans les environs afin de répondre à sa clientèle. Un changeur a besoin d'un endroit sûr pour entreposer ses réserves. L'endroit sûr utilisé par le changeur, c'est généralement sa maison qui est bien gardée. Cet endroit sûr peut aussi servir à d'autres individus avec un certain inventaire d'argent à entreposer en sécurité leurs avoirs. Donc, si moi je suis un commerçant mais que je n'ai pas envie de m'embaucher des gardes chez nous pour garder mon argent, je peux déposer en fait mon argent chez le changeur si je lui fais confiance. Si plusieurs individus, plusieurs marchands ont des comptes chez un changeur, quand ces individus transigent entre eux, pas besoin d'aller retirer l'argent, payer l'un qui va déposer l'argent chez le même changeur. Tout ça peut se faire à l'aide d'une écriture sur un morceau de papier ou d'un chèque. Et deux changeurs qui se font confiance peuvent s'écrire des chèques entre eux. Donc, l'apparition du chèque, c'était dès l'apparition des changeurs, permettant de transiger entre deux individus sans nécessairement déplacer les pièces de monnaie. Comme les changeurs acceptent les dépôts, ils ont à leur disposition un certain montant d'argent plus d'argent avec eux qu'ils utilisent en fait au jour le jour. Donc, ils peuvent en prêter une partie. Donc, les premières banques, semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui, ont vraisemblablement vu le jour en Italie au cours du 13e siècle, donc dans les années 1200. Certains services bancaires étaient offerts. Quand on parle de services bancaires, c'est chèques, prêts, dépôts et autres. Certains services bancaires étaient offerts sous l'Empire romain, mais cet épisode est moins bien documenté. Et les banques ont généralement vu le jour là où l'activité économique est effervescente, ce qui est généralement près d'un cours d'eau. C'est le cas aussi des banques aux États-Unis ou au Canada, donc Québec, Montréal, New York, Chicago. Il y a toujours un plan d'eau à proximité. Plan d'eau veut dire marchandises arrivant par bateau, marchandises étant déchargées au port. Si on décharge la marchandise, ça vaut la peine de changer de propriétaire aussi. Donc, il y a une transaction qui s'effectue dans le port une fois la marchandise arrivée au pays. Un acheteur achète la marchandise du bateau, la met sur des camions, calèches, trains, autres,
la transporte ailleurs et la vend à d'autres commerçants. Donc, la marchandise a tendance à changer de main là où l'activité économique est importante. Donc, c'est souvent près de la mer, près d'un cours d'eau important, ou près d'un endroit où l'activité, c'est simplement, ça se trouve à être un nœud, où plusieurs biens changent de main, compte tenu de la géographie de l'endroit. Donc, dans les années 1600, les places bancaires importantes étaient Hambourg, Amsterdam, Nuremberg, Venise, Gênes, Florence. D'ailleurs, les premiers marchés boursiers ont vu le jour dans les environs d'Amsterdam, car c'était généralement une nation où il y avait peu de guerre. C'était l'endroit idéal pour mettre en place un marché dans lequel on pouvait échanger les actions de compagnies détenues par plusieurs propriétaires. Dépôt, prêt et multiplication de la monnaie. Si un individu ou un commerçant dépose un certain montant à la banque, ben, au jour le jour, cet individu-là n'utilise pas la totalité de son dépôt, mais une fraction de ce dépôt-là. Donc, si chaque individu, la plupart des individus ont un solde positif dans leur compte en banque. Si moi, j'ai un certain montant d'argent dans mon compte en banque, je n'utilise pas la totalité de ce montant-là au jour le jour. La grande majorité de ce montant-là reste à la banque. Mais ce que j'utilise au jour le jour, c'est ce que la banque doit garder comptant dans ses coffres. La balance, la banque peut le prêter. Si la banque le prête à des entreprises qui, elles, remboursent avec intérêt, ben c'est là que la banque tire un profit. Non seulement l'argent est prêté, mais l'argent revient. Parce que l'entreprise elle-même qui a emprunté l'argent effectue les achats qu'elle désirait faire. L'autre entreprise ayant vendu les produits et recevant l'argent dépose ce montant-là dans sa propre banque ou dans le système bancaire. Donc, et cette même entreprise en utilise une fraction au jour le jour. Donc, la différence entre le nouveau dépôt et ce que son détenteur utilise au jour le jour peut à son tour être prêté et ainsi de suite. D'où la multiplication de la monnaie. Donc, voici un exemple. Je pars avec un état financier de la banque XYZ qui est le suivant. Donc, actif, cash, prêt et dette, dépôt. Donc, j'ai une banque avec un bilan de 0. Roger reçoit 1000 $ et les dépose dans son compte en banque. Donc, le bilan de compte en banque se modifie comme suit. 1000 $ en argent comptant, 1000 $ en dépôt, 1000. Donc, actif égale dette. Jour après jour, Roger tente à retirer et redéposer en moyenne 100 $ dans son compte. Donc, quand on dit utilisation jour après jour, Roger reçoit un salaire. Donc, Roger dépense 100 $ d'épicerie, reçoit sa paye de 100 $, dépose les 100 $, dépense 100 $ d'épicerie, reçoit sa paye de 100 $, les redépose. Ce qui veut dire que le lundi, exemple, Roger retire 40 $. Bon, le mardi, Roger dépose 20. Le mercredi, Roger dépose 20. Le jeudi, Roger ne fait rien, retire 80 et ainsi de suite. Donc, il reste toujours au moins 900 $ en argent comptant dans les coffres de la banque. Donc, ces 900 $ peuvent être prêtés. Donc, avec le compte de Roger, la banque n'a pas besoin de conserver 1000 $ comptant. La banque peut garder 100 $ comptant pour répondre à la demande de Roger et prêter les 900 $ restants. Les 900 $ prêtés, ici, sont dépensés et redéposés par son nouveau détenteur. Donc, le nouveau détenteur ici vient déposer 900 $. Qu'est-ce que la banque fait avec ce 900 $-là? La banque conserve 10% en cash parce que le deuxième déposant ici utilise 10% au jour le jour de ces 900 $, donc 90. Ce qui veut dire que la banque peut en prêter 810. Donc là, on est rendu à un bilan de 1900. Donc avec le dépôt de Roger, on avait un bilan de 1000. Avec
le nouveau montant prêté et redéposé, on a un bilan de 1900. Et ça continue de la sorte. Donc, on en prête de ces nouveaux montants-là. On en prête 810. Les 810 deviennent le prochain dépôt. On prend 10% du prochain dépôt, on le garde en argent cash, on dépense, on prête la balance. Le bilan est rendu à 2710 $. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il reste plus d'argent à prêter. En tout et pour tout, une injection de 1000 $ dans l'économie ou 1000 nouveaux dollars entrant dans l'économie se transforme en une augmentation du nombre de dépôts de 10 000 $. Donc, il y a une multiplication de la monnaie. Donc, ce qui est un dépôt pour devient aussi 90% de chaque déposant, de chaque montant déposé, devient le dépôt de la personne suivante. Donc, c'est une suite géométrique infinie. La solution à cette suite géométrique-là, c'est 1000 nouveaux dollars divisé par le taux de rétention de 10%. Donc, à chaque fois, à chaque dépôt, la banque conserve 10% cash. Donc, on avait 1000, 10% de 1000 égale 100. 900, 10% de 900 égale 90. 810, 10% de 810 égale 81. Donc, 10%, c'est notre taux de rétention. Donc, l'augmentation totale de dépôts suivant l'arrivée de 1000 nouveaux dollars dans l'économie, c'est 1000 divisé par 10%, 10 000. Une fois le processus prêt-dépôt complété, voici l'allure du bilan de la banque XYZ. Donc, 1000 dollars en cash, 9000 en nouveaux prêts, 10 000 en nouveaux dépôts, donc pour un total d'actifs et de passifs de 10 000. Maintenant, le papier-monnaie. Si les banques acceptent les dépôts et prêtent de l'argent, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et beaucoup plus sécuritaire de prêter un morceau de papier sur lequel il est écrit un montant plutôt que de prêter les pièces de monnaie elles-mêmes. Du papier, c'est plus facile à transporter, c'est plus facile à cacher, c'est plus difficile à voler que des pièces d'or, d'argent ou des bijoux. Donc, avec le temps, et compte tenu de la confiance des individus envers ce moyen de paiement-là, les banques se sont mises à écrire leur propre papier-monnaie échangeable dans leurs bureaux, dans leurs installations contre des espèces. Donc, si la Banque de Nouvelle-Écosse émettait un billet de 5 $, bien, la Banque de Nouvelle-Écosse promettait à n'importe qui se présentant dans son institution d'échanger ce morceau de papier-là contre 5 $ en argent. Si la Banque de Montréal émettait un billet de 25 $, bien la Banque de Montréal promettait d'échanger ce billet-là contre 25 $ en argent à quiconque se présentait dans une de ces institutions. Bien entendu, les banques entre elles, ce système-là, pour fonctionner, il faut que les banques entre elles acceptent ce paiement-là. Donc, quelqu'un avec un billet de la Banque de Nouvelle-Écosse se présentant à la Banque de Montréal, bien, se voyait en mesure de faire valoir ce billet-là pour 5 $. Si dans le système, les banques principales manquaient de confiance envers une autre banque, bien, ces banques-là se mettaient à refuser les billets émis par la banque en difficulté, ce qui fait que la banque en difficulté était alors obligée de fermer ses portes. Ou les banques principales acceptaient les billets de la banque en difficulté avec un escompte. Donc, si la Banque de Montréal commençait à manquer de confiance envers la Banque de Nouvelle-Écosse, bien, au lieu de payer 5 $, en échange de ce billet, la Banque de Montréal pouvait échanger 95% de la valeur. Les premiers spécimens de papier-monnaie étaient adossés à des actifs, donc on pouvait se présenter à la banque, échanger le billet contre du métal. Mais depuis 1973, ce n'est plus le cas. C'est que du papier. Donc les gens ont suffisamment confiance dans le système pour accepter du papier, impossible à échanger contre du métal.
c'est possible de l'échanger si on va acheter de l'argent, mais c'est pas, dans notre institution, c'est pas aussi fluide que ce l'était avant 1973. Donc, le papier-monnaie, c'est le médium maintenant utilisé afin d'aider les gens à financer leurs activités usuelles au jour le jour, plutôt que de transporter des pièces de monnaie.